Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, Euh, ça va bien, toi, Denis? Ça va très bien. Mal d'oreille, faut-il consulter en urgence? Et là, on pense aux enfants. Daniel, est-ce qu'on doit consulter en urgence lorsqu'on a un enfant qui a mal à l'oreille? Eh bien, vous allez avoir la réponse. Vous devez être patient pour avoir la réponse en quelques secondes. Je vais simplement vous rappeler l'anatomie et Jessica va faire la suite. D'accord. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle ici, parce qu'un mal d'oreille, alors simplement pour vous montrer où est-ce que ça se situe par rapport à l'oreille, on va avoir le canal, mais qu'on va voir dans une autre photo, je pense, ou une autre illustration. Alors, vous voyez qu'on doit faire la distinction entre une douleur qui provient du canal externe, ce qu'on appelle l'otite externe. Alors, si vous prenez l'oreille, le pavillon de l'oreille, bon, vous voyez une grande langue de pus ici, là, et puis le conduit, il est inflammé, il est infecté. Ça, des otites externes vont davantage arriver durant l'été quand vous allez en piscine. Il va y avoir une infection qui va causer problème. Si on parle d'otite, mal d'oreille chez un enfant qui a un rhume, là, on parle de l'otite moyenne ou de l'otite interne. Alors, si on prend une petite souris, pas une souris, une souris, ça ne rentrera pas, mais une petite fourmi. On prend une petite fourmi, puis elle rentre dans le canal, on prend le pavillon de l'oreille encore, on la fait voyager, elle va rencontrer un mur. Et ce mur-là, c'est le tympan. Et derrière le tympan se trouvent des petits os qui permettent de se transporter ou de transférer le son. Et cet espace-là, cette petite cavité-là qui est à l'intérieur du crâne, si on pense à un plancher, il y a un trou et il y a un petit tube qui parvient au pharynx, qui parvient dans la bouche. Et c'est pour ça que vous êtes capable, quand vous prenez l'avion, de pousser de l'air dans ce tube-là, qui sont les trompes, oui, des trompes de Sache. Je ne vais pas me tromper avec les trompes de Fallope, ce qu'on fait. C'est pas le même endroit, trop. Et donc, on est capable de pousser l'air, on pousse le tympan, puis on est capable de se dégager. Alors, vous voyez que ça, quand on parle de l'oreille moyenne et quand on parle de problème au niveau de la douleur, c'est que si vous avez une infection dans l'oreille moyenne, le pus et l'inflammation peut pousser sur le tympan et vous pouvez être sûr que c'est douloureux. Donc, ce qui détermine ce qui est moyen et externe, c'est le tympan. Est-ce que je me trompe? C'est ça, c'est le OK. tympan. Quand on veut y arriver, c'est le titre externe, puis quand on est après le tympan, dans cette petite cavité-là, c'est une infection qui se trouve, on parle de titre moyenne, on parle de Exact. titre. Alors, la question, c'est toujours, est-ce qu'un mal d'oreille, c'est une situation qui requiert, est-ce que c'est une urgence, en fait? Voilà. Alors, Jess. Ah! Ah, C'est sûr que dans le fond, c'est sûr que les bactéries qui la causent sont sensiblement les mêmes là, chez l'enfant et l'adulte. Les virus peuvent prédisposer là, à l'otite et co-infecter l'otite avec des bactéries. Mais on sait que les conditions qui nécessitent une consultation urgente, dans le fond, c'est vraiment les nourrissons en bas de 3 mois avec une température plus grande ou égale à 38 degrés Celsius, la suspicion de méningite ou de mastoïdite qui est vraiment là, l'os en arrière de l'oreille ici, donc une douleur vraiment importante à l'os ici, qui va même faire de l'enflure et il va faire en sorte que là, je fais une démonstration, mais il va faire en sorte que votre oreille va sortir comme ça. Donc ça, c'est vraiment une urgence. Puis une toxicité ou une atteinte d'état général. Donc ça, c'est vraiment nos critères pour la consultation urgente. Si par contre, vous n'avez pas de signe de consultation urgente, c'est quand il faut traiter avec des antibiotiques. Donc, Euh, je t'interromps, Jessica. Donc, si on n'a pas ces signes-là, donc, c'est pas une urgence. non. Ce n'est que ces signes-là. D'accord. Donc, le traitement maintenant, je t'ai interrompu. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que c'est surtout c'est des indications de traitement. euh, Quand est-ce qu'on sait qu'on doit traiter? C'est les enfants de moins de 6 mois, les enfants ou les adultes qui vont avoir une immunodéficience, maladie cardiaque, pulmonaire chronique et des anomalies de la tête et du cou qui peuvent entraîner des complications. Puis des symptômes sévères, c'est-à-dire une très grosse douleur à l'oreille, là. Tu sais, c'est vraiment important pendant plus de 48 heures ou une fièvre plus grande ou égale à 39 degrés Celsius ou la présence d'une perforation. Alors là, ça veut dire qu'il y a tellement eu de liquide dans l'oreille que, vous savez, le petit voile, notre tympan, ben, il se perfore. Et donc là, on a vraiment un écoulement de l'oreille. Ça, c'est très important d'aller consulter.
Ce qui est important de reconnaître, c'est l'importance de l'observation. C'est-à-dire que on peut se permettre, comme médecin de famille, en discutant avec, entre autres, les parents ou l'adulte qui est infecté, de retarder le traitement antibiotique de 48 heures pour voir est-ce que je vais avoir une résolution spontanée, ce qui est possible dans le titre. Euh, Ça, on va le proposer dans des situations où justement on a des symptômes non sévères. Donc, on a une douleur à l'oreille qui est légère, qui est moins de 48 heures, puis une fièvre qui va être moins de 39 degrés Celsius, puis une absence de perforation du tympan. C'est vraiment dans ces situations-là où est-ce qu'on va voir qu'on va pouvoir retarder le traitement. Et ça, c'est donc si le médecin le juge à propos et si une antibiothérapie peut être donnée quand même si des symptômes s'aggravent après 48 heures. Donc, on peut quand même se permettre d'attendre ce 48 heures-là, ce qui permet justement de ne pas traiter tout le monde qui n'en a pas besoin et de ne pas augmenter notre fameuse résistance bactérienne qu'on parlait tantôt. Il faut bien sûr une collaboration des parents si on parle d'un tout petit qui a quand même une douleur. Et des fois, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est surtout une décision partagée là, avec les parents de nos petits patients et faire la prescription aussi à la date dans 48 heures pour permettre de servir l'antibiotique si ça va moins bien. D'accord. Puis une question que les parents se posent aussi, quand est-ce qu'on va voir l'ORL? Est-ce qu'il y a une façon de reconnaître le bon moment? Oui, absolument. Mais juste avant ça, j'aimerais ça juste faire un point par rapport à l'allergie à la pénicilline. Oui. J'avais déjà eu en fait, une présentation d'un microbiologiste infectiologue qui me disait que les allergies réelles à la pénicilline sont très rares. Hein. Donc, on pense être allergique à la pénicilline parce qu'on a développé des petits boutons dans l'enfance quand on a pris un antibiotique. Souvent, c'est l'amoxicilline, qui est un dérivé, dans le fond, qui est dans la famille de la pénicilline. Et ça, on pense que c'est une allergie véritable, alors que ce ne l'est pas. C'est une allergie retardée, non sévère. Et le gros problème, c'est que si on a une allergie prouvée à la pénicilline dans notre dossier médical et qu'on traîne ça toute notre vie, ça diminue, en fait, notre espérance de vie d'avoir cette allergie-là parce qu'en fait, ça limite énormément le type d'antibiotique qu'on va pouvoir vous donner. Et donc, ça, c'est très intéressant. Puis, il y avait une étude sur 100 enfants qui avaient une histoire d'allergie à la pénicilline. Il y avait un réel diagnostic qui était confirmé chez moins de 6 d'entre eux. Donc, à savoir, on a aussi, parce que souvent, quand on donne un antibiotique, on peut avoir un virus avec ça. Donc, en même temps qu'on peut traiter une infection bactérienne. Et là, le gros problème, c'est que le virus peut donner aussi des petites éruptions sur la peau. Et là, on se mélange entre une allergie à notre médicament et un virus qui donne une éruption cutanée. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui se disent allergiques à la pénicilline. Comment on fait pour savoir qu'on ne l'est pas? Je recommande, dans le fond, de consulter un allergologue pour faire les tests et prouver réellement si vous êtes allergique ou pas à la pénicilline. Traînez pas ça dans votre dossier médical. Essayez de savoir pour vrai si c'est une vraie allergie parce que vous risquez de ne pas être allergique et de pouvoir bénéficier de beaucoup plus de traitements dans votre vie. D'accord. Pour un problème d'oreille ou autre chose. Oui. Mais je crois, Jessica, qu'on parlait quand même que toute allergie à la pénicilline disparaissait après 10 ans. Alors, les adultes, habituellement, se retrouvent à ne plus, même si on était allergique, que c'est une allergie qui finit par s'estomper. Alors, c'est très intéressant comme sujet, Jess, vraiment. Oui, bien, c'était le spécialiste qui avait dit que ça diminue notre espérance de vie. J'ai dit mon Dieu, j'ai dit non. Donc, dès qu'on peut, on voit l'allergologue pour confirmer. Et quand on dit ça diminue l'espérance de vie, c'est que c'est étudié sur des populations, sur plusieurs personnes. On se rend compte que chez ces populations-là, la moyenne ou l'espérance de vie diminue. Mais je n'ai pas eu ma réponse à la question quand est-ce qu'on consulte un ORL pour les parents qui nous écoutent? En fait, ORL, c'est quoi, premièrement? Parce que ça, c'est un très beau mot au Scrabble. C'est un spécialiste de toute la sphère du nez, des oreilles et de la bouche, ou enfin du pharynx, et évidemment des sinus. Donc, c'est l'otorhinolaryngologiste. Et puis, les moments où on va devoir vous référer, c'est vraiment quand on a des otites qui vont résister, là, ou enfin être réfractaires au traitement. C'est-à-dire que quand on a une otite, nous, on a 3 lignes de traitement d'antibiotiques possibles. On a un premier qui est l'amoxicilline, qui est notre bon médicament, sirop banane. On va le donner en premier. Si ça ne fonctionne pas, on va passer au clavulin, qui est un petit peu plus un grand canon qui va voir un petit peu plus large. Et après ça, on a même un traitement antibiotique intramusculaire qui va être, entre autres, la ceftriaxone. Donc, ces 3 lignes de traitement-là, quand on arrive à la 2e ligne, il faut se poser la question et se dire, là, il mériterait vraiment une référence au spécialiste.
Si l'enfant, entre autres, ou en fait l'adulte aussi, mais surtout l'enfant qui va avoir des otites répétées, là, 4 épisodes d'otite en 6 mois, c'est beaucoup, mais ça arrive souvent. Ou 6 épisodes par année, on l'envoie à ce moment-là au spécialiste parce qu'il risque de mettre des petits tubes pour justement sortir le liquide qui persiste dans l'oreille et qui fait en sorte que ça se surinfecte toujours. Et si on a aussi une perforation du tympan qui est non résolue après 6 semaines. Donc, si vous avez une perforation du tympan, souvent votre médecin va vouloir vous revoir pour s'assurer de la guérison de cette perforation-là. Sinon, il va vous envoyer voir le spécialiste. D'accord. Alors ça, c'est voilà qui est clair. Hey, j'ai une question d'un néophyte. Est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'otite? Est-ce que ça arrive souvent, qui ont, dans toute leur vie, n'ont jamais eu d'otite? Ou c'est quelque chose qui est quand même très fréquent? Ça arrive. Ben, c'est drôle parce que ça, je sais pas, là, ça, c'est comme plus le fait que les enfants, en fait, aient plus d'otite, hein, vous savez que c'est très structurel. Hein? Donc, tantôt, on vous montrait la trompe d'Eustache là, qui relie la gorge à l'oreille moyenne, là où se développe l'infection. C'est que chez l'enfant, là, au lieu que ça soit que la trompe soit placée comme ça des deux côtés, très verticale, elle est vraiment plus horizontale. Donc, la petite bactérie là, qui a envie de se faire du fun, puis elle veut aller infecter l'oreille, est capable de remonter dans la trompe puis s'en aller là. Donc, ça, c'est typiquement structurel chez l'enfant, pourquoi ils ont autant d'otites et pourquoi ça s'améliore finalement naturellement avec l'âge. Par contre, j'ai souvent des enfants, je ne sais pas pourquoi, mais qui font des otites à répétition, tout comme j'ai mes petits-enfants qui font tout le temps des gastro. Puis on dirait qu'il y en a qui font plus des otites que des gastro, puis là, les gastro font moins d'otites. En tout cas, il y a comme une phase où est-ce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'enfants qui en font, puis d'autres moins. Mais il y a certainement des choses qui n'aident pas quand on parle d'enfants qui font des otites à répétition, entre autres, si les parents fument. Fait que juste ça, c'est énorme. Si on a moins d'hygiène nasale aussi, on voit beaucoup plus d'enfants qui s'infectent au niveau de l'oreille, comme on disait. S'ils ne sont pas vaccinés, et on recommande aussi, mettons, en mesure préventive, allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, parce que ça donne des très bons anticorps, puis on peut avoir une prévention à ce niveau-là aussi des infections au niveau de l'oreille. Il y a aussi il y a des populations qui en ont davantage. J'ai travaillé parmi les Inuits dans le nord du Canada. Ils en ont énormément. Alors, il y a eu toutes sortes d'études pour dire est-ce que c'est parce que quand on couche l'enfant avec le biberon dans la position horizontale, on augmente les risques. Alors, ça, c'est quand même une recommandation de mettre l'enfant dans une position qui n'est pas tout à fait couchée quand il prend son biberon, si c'est le cas de poupon, parce qu'on trouve quand même les otites à un âge un petit peu plus avancé que 6 mois. Là. Puis, ce que je vous dirais aussi, je terminerai avec ça, c'est que, vous savez, il y a 40 ans, les Français ne soignaient pas les otites comme on soignait. C'est-à-dire, nous, on saute sur les antibiotiques. Et il y avait 2 philosophies. La philosophie nord-américaine, c'était dans le doute, tu sautes dessus. Ça veut dire qu'il y a un petit doute qu'il peut y avoir une bactérie qui pourrait faire du tort, il faut traiter. Et là, les Français disaient le calme, s'il vous plaît. Et nous, ça nous a pris des années avant d'arriver au calme. C'est-à-dire qu'on a un enfant au-dessus de 2 ans. Si on voit qu'il y a une otite, on peut se permettre de laisser 48 heures pour voir comment est-ce qu'il va avant de lui donner des antibiotiques parce que les otites sont aussi virales et pour lesquelles les antibiotiques ne fonctionneront pas. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et un prochain direct, une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Shh.